Le podcast le plus street du game, de retour tous les lundis. En présence de Michael Lebou, le vétéran de l'UFC qu'on ne présente plus. Bientôt sur Et, RS10. et en présence de Boulox, pareil, qu'on ne présente plus et qui combattra sur le RS12 ou 11, 11, je ne sais le pas 20 encore. janvier. Ok. On vient tout juste de sortir du combat de Morgan Charrière qui s'est imposé par split decision. Mais avant ça, on va revenir sur le Bellator qui a eu ce vendredi. En main event, Ousmane Nurmagomedov contre Patricky Pitbull pour la ceinture des lightweights. Mais avant ça, on s'abonne, on partage le rituel, comme d'habitude, hein. On rentre dans On le vif du like, on sujet, Mika. partage. Ouais, vif du sujet, incroyable. Franchement, Une promenade de domination santé. totale. En fait, franchement, en plus, je me posais quand même des questions sur les capacités d'Ousmane à limite gagner ce combat. Je le voyais gagnant, pour être honnête, mais je pensais que ça allait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus disputé que ça. Ouais. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que quand on voit le combat, on pourrait presque croire que Pitbull, c'est un enfant. Enfin, un enfant du game. Ce que je veux dire, c'est Là, il a que, baladé. Clairement, il a baladé. en fait, tu vois, il y a un gars qui a 16 combats quand même. Bon, il a 16-0, je suis d'accord. Enfin, il avait 15-0 avant de combattre. Mais l'autre, il en a 2 fois plus. Il a l'âge en plus. Tu vois, il y a une grosse différence d'âge entre les deux quand même. C'est un Brésilien, tu vois, qui a toujours connu le MMA. Euh, et Ousmane, il lui a roulé dessus, tu vois. À 24 ans, il a roulé sur un mec de 36 ans, comme si c'était un débutant du game. Et je suis assez surpris. Et Ousmane, je le disais, moi, il me surprenait plus que les autres parce je trouve que c'est celui qui a le plus beau pied-point Ouais. de la famille Nurmagomedov. Il a une aisance dans la cage. Et en fait, lui, au contraire des autres qui ont un style hyper efficace et qui sont les meilleurs, en plus de ça, lui, il a le côté artistique de la chose. Il est beau à voir combattre, en fait. Et voilà. Et donc, en tout cas, je m'attendais à ce soit un combat beaucoup plus difficile pour lui. Et en fait, franchement, il a roulé sur Pitbull. Il lui a roulé dessus. Ouais, ouais, c'est vrai, c'était une promenade de santé pour lui, un combat parfaitement géré, et je pense qu'il a vraiment en fait nullifié Pitbull. Je pense que c'est à partir du deuxième round, lorsqu'il tente de s'engager, qu'il y a un changement de niveau de la part d'Ousmane. À ce moment-là, en fait, il passe toute la fin du round sur le dos, mais tu vois qu'il n'y a aucune tentative de renversement ou de. Il essaie pas de se relever, tu vois. Il lui inflige de gros dégâts, et en fait, c'est marrant parce qu'il aurait pu vraiment finir le combat, que ce soit debout, enfin debout, c'était plus de la gestion, tu sais, un gros travail de sable sur la jambe avant, des side kicks, il gardait la distance, et une fois qu'il emmène, qu'il change de niveau, en fait, dans le deuxième round, à ce moment-là, je pense qu'il prend vraiment l'ascendant psychologique, parce qu'en fait, Pitbull, il voit qu'il ne peut rien faire, que ce soit debout, parce qu'il est tenu à distance, et quand il essaie de se rapprocher, il y a des changements de niveau, et au sol, bah, il y a clairement une différence de niveau de ouf. Après, Ah, il y a une grosse. juste moi, ce Ouais, qui m'a dis-moi. étonné, c'est qu'en fait, dans le quatrième round aussi, avant, ouais, c'est dans le quatrième round, il est sur le point de le finir. Bon, après, on va dire qu'il est sauvé par le gong, mais tu vois en fait, il se contente de ça. Je sais pas s'il voulait peut-être valider les 5 rounds, mais tu voyais qu'en fait, il s'est vraiment contenté, j'ai l'impression en tout cas, du minimum. Parce qu'à des moments, je trouvais qu'il pouvait peut-être changer de niveau. Dans le troisième round, tu vois qu'il garde le combat debout. Après, peut-être qu'il fait un round de récupération, tout en marquant les points, mais parce qu'en tout cas, il y a vraiment rien eu de la part de Pitbull, mis à part peut-être sur le cinquième round, en début de round, il démarre le combat un petit peu fort, mais c'est vraiment sur des combos de deux coups maximum, ou des petits coups isolés par-ci par-là, mais il n'y a rien eu d'inquiétant en fait de son côté. En tout cas, ouais, il a été vraiment au-dessus. Ousmane, hein, c'était assez impressionnant quand même, enfin impressionnant, pas par sa performance, mais vraiment par la gestion et comme tu as dit, son aisance technique dans la cage. Exactement. Après, il y a quand même une chose à faire attention parce qu'on peut se faire avoir. Il y a 2 frères qui évoluent au Bellator. Tu as Patricky Pitbull qui s'est fait battre là, ce week-end contre Ousmane. Et tu as Patricio Pitbull qui, moi, je trouve, est quand même plus solide. Ouais, Le deuxième frère, c'est notamment celui qui avait battu Chandler, c'est ça, ouais. qui est d'ailleurs le plus jeune des deux, il me semble, Ouais, c'est et ça. qui a un palmarès plus important, qui a 34-5 et qui a fait une grosse, grosse carrière au Bellator.
Au Bellator, c'est 22 victoires, 5 défaites. Et là, il combat en fait dans une sorte de Bellator vs Rizin. Ils font une sorte de. Ils mélangent en fait les événements. Mais voilà, juste pour que les gens fassent attention quand même, Ousmane n'a pas roulé, entre guillemets, sur le frère qui est pour moi le meilleur des deux frères. C'est ça. Voilà. Mais il a quand même roulé sur quelqu'un de très, très solide. Et pour ceux qui ont une bonne mémoire, c'est celui qui avait combattu, je crois, au Bellator de Newcastle. Enfin bref, il avait déjà combattu au Bellator de Newcastle. Et je me rends compte en fait que le Bellator, il fait beaucoup de. Tu sais, avec le Rizin, ils ont beaucoup de passerelles parce que l'un des deux frères, notamment, partait combattre au Rizin et ensuite revenu au Bellator, etc. Et là, on a un Bellator Rizin. Donc, je ne sais pas en fait c'est quoi leur deal, mais il existe un deal entre le Ouais, Rizin et le Bellator. C'est ouais, le assez Rising, ouais. particulier. En tout cas, on peut quand même qualifier de Javier Mendez. Franchement, je pense que là, il a vraiment le statut de l'un des meilleurs coachs du monde, hein, parce que pour rappeler, il avait Ken Velasquez, ancien champion poids lourd, Luc Rockhold qui a été champion middleweight, Daniel Cormier, double champion, Khabib Nurmagomedov. Là, il a maintenant Ousmane Bellator, champion du Bellator. Et de mémoire, en tout cas dans les plus grosses orgas, dans les orgas majeurs, je trouve que c'est vraiment pas mal et ça lui revient parce que c'est lui l'entraîneur-chef de la AKA, l'American Kickboxing. Même si on les voit beaucoup évoluer dans leur pays natal, là, le Caucase. Mais en tout cas, franchement, chapeau. Alors, head Ouais, coach. en fait, c'est évident ce que tu dis parce qu'en plus, il est dans les coins. Donc, Ouais, c'est pas juste qu'ils vont à la AEK et que c'est tout. Il y a un gros respect pour le coach. On le voit, il est souvent présent. Ma question, c'est de savoir quel est, en fait, est-ce que c'est le côté qui apporte qui à quoi? Est-ce que c'est pas plutôt la force dagestanaise, enfin le processus, l'écosystème que les Dagestanais ont mis en place qui font que ça fait briller la l'AEK? Ou est-ce que c'est la plus-value de la l'AEK qui fait qu'aujourd'hui on a des gars qui sont aussi forts que ça? Ou est-ce que c'est la combinaison des deux, tout simplement? Ils se sont bien ouais, trouvés et ça match. Parce qu'aujourd'hui, quand même, force est de constater que l'école Khabib, ça marche bien. ouais. Euh, franchement, quand tu regardes son petit frère à l'UFC, si c'est son petit frère, je sais plus à chaque fois le dire Ouais, je te parenté, jure, moi j'ai cru que c'était son cousin finalement. Ous- Ouais. enfin Ousmane, Oumar. euh, Enfin, celui qui a non, l'UFC, il est chez les Bantamweight, c'est Oumar. ouais, c'est Oumar, mais là c'est Ousmane Ouais, au ouais. Bellator. Ensuite, tu as Makhachev à l'UFC. On C'est sait que Khabib, il c'est- a fait c'est, une euh, carrière de dingue. c'est Et ce que je veux Marachev dire, que j'ai oublié tout à l'heure, ouais. ouais, plus tous les autres qu'on voit dans l'ombre, entre guillemets, ils ont quand même aujourd'hui, on peut le dire, ils sont redoutables. Franchement, Ouais. je crois qu'ils ont inventé, c'est pas qu'ils ont inventé, ils ont actuellement, je crois, montré que le style de la lutte mixé avec du pied-point marche très bien et ils ont une lutte qui est parfaitement adaptée au MMA. Bah Et, ouais, ouais. et c'est pour ça que je te dis, je n'arrive pas à savoir qui emprunte qui. Est-ce que c'est l'école dagestanaise qui fait que ça laisse une bonne une trace à l'IK ou est-ce que c'est l'IK qui modifie le jeu du. Je n'arrive pas à savoir, ou les deux, comme Ouais, je te dis. après, bah, je me dirais peut-être qu'aussi là, ils ont. La EKS, je pense qu'elle a apporté une plus-value parce que Javier Mendes, il a un passif de kickboxing, Muay Thai. Ouais, je crois que c'est en kickboxing. Et bah, là, on voit que la nouvelle génération, notamment Makhachev, qui est aussi de l'ancienne et de la nouvelle génération, en tout cas, quand je vois Ousmane, quand je vois Oumar, ils ont un super pied-point. Donc, je pense qu'ils doivent pas mal peaufiner leur pied-point à l'AEK. Et en plus, ce qui est ouf, c'est qu'ils peuvent autant surclasser leurs adversaires en pied-point et autant ils les surclassent aussi en lutte. Donc, Ouais, là, enfin, ça devient aussi dangereux que Khabib. J'ai l'impression, en tout cas, ça laisse présager ça. bah c'est vrai que déjà, il m'avait impressionné. Maintenant que tu le dis, Makhachev m'avait impressionné par sa capacité à percuter en pied-point face à Oliveira. On l'a vu avec le high kick et on Ouais. l'a vu en boxe à courte distance. Et Ousmane, lui, depuis toujours, il a toujours eu quand même un beau pied-point. Ça a Ouais. toujours été. Le petit frère de Khabib est quand même moins complet encore que c'est Lequel? Aboubacar, là? Oumar. Oumar? Ouais, je crois que c'est son cousin, Ouais, lui, ouais. tiens. Son cousin, bon, peu importe. Ouais. Oumar, on voit, il est encore quand même. Il n'est pas du niveau de ses cousins, enfin de la famille Nurmagomedov.
Ouais, Rabib l'avait dit encore un Mais, jour dans euh, une mais interview en tout cas, très, très solide quand même. Et aujourd'hui, ça laisse présager quoi? Ça laisse présager un Mansour vs Ousmane Nurmagomedov. Et franchement, qu'est-ce que je payerais cher pour voir ce combat? je pense, dans un futur proche. En plus, il y a une sorte de drama avec la famille Nurmagomedov. M1, enfin, à l'époque du M1 contre Makhachev, un combat qui fait encore parler jusqu'à présent. Et lors du tournoi du Road FC, qui prend Shamil, leur cousin aussi, et il gagne par KO. Donc, Bah, ouais. clairement, Et Mansour, ouais, il a prouvé. Ouais. il a dit la dernière fois dans le post-fight, enfin la conférence de presse d'après-combat, qui souhaitait affronter Ousmane alors qu'il n'était même pas encore champion. Donc il y a un désir en tout cas d'aller le chercher, quoi. Bah, et sincèrement, je pense vraiment, et c'est même pas en étant chauvin, hein, je pense que Mansour, à l'heure actuelle, si je devais miser, je miserais sur Mansour, clairement. Parce que je trouve que Ousmane, il a des qualités qui sont très fortes, très bonnes, mais je ne vois pas de la puissance physique et la dureté de Ouais. Mansour. Je Ouais. ne vois pas avoir les ressources pour comment dirais-je, pour réussir à canaliser cette puissance et cette dureté. Peut-être techniquement, il peut faire des choses, etc. Mais sur la dureté, sur le côté pression et le côté physique, moi, je le vois s'effondrer face à un Mansour. Mais en tout cas, j'aimerais voir ce combat. Ouais. Ouais, je pense que ça peut se faire dans un avenir proche, vu que Mansour maintenant il évolue dans la même catégorie et au Bellator. Pour passer à la suite, on a eu la nouvelle de Cédric Doumbé qui fait son retour au MMAJP le 17 décembre. Je vais vérifier juste pour voir si je dis pas de conneries au niveau de la date. Donc ça En a tout cas, confirmé en tout cas ouais, c'est au même AGP, Tapologie, je regarde, 17 au même décembre, c'est bien AGP ça. à Bordeaux, ouais, dans une salle de 5000 personnes, si j'ai bien compris. Donc c'est énorme hein, quand même, 5000 Ouais, personnes. Là, pour le coup, ça reste un gros, gros défi de remplir. En tout cas, c'est un gros pari de la part du MAGP, puisque c'est pas chose simple de, comment dirais-je. Attends, désolé, j'ai mon PC qui parle. C'est pas chose simple de remplir une salle de 5000 personnes. Actuellement, on sait très peu de choses sur la carte. On sait juste qu'il y a Jason Poney qui devrait combattre dessus. On sait qu'il y a Shaban Shaibedra qui doit combattre dessus. On sait qu'il y a, j'ai oublié la brésilienne là, qui combat tout le temps, qui doit ouais, combattre sur la je carte. sais plus son nom. Ouais. Et voilà, pour l'instant, on sait que ça. On connaît l'adversaire de Cédric Doumbé. C'est un gars qui est issu du Sanda, qui a Ouais, 2-0. Florent Burillon. Ouais. Ouais, en fait, c'est marrant parce que dès que j'ai vu l'affiche, je me posais des questions. Tu sais, il m'avait l'air d'avoir un visage familier, mais en fait, je l'ai vu à plusieurs reprises. En fait, il me semble à Kim Esbiri, soit avec Faresiam ou avec un autre combattant de là-bas, Zach, avec qui il s'entraînait. Donc, je le voyais souvent, parfois dans les snaps ou dans les stories Instagram. Mais voilà, donc en tout cas, on en sait. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas en tant que combattant. Enfin, je savais qu'il s'entraînait avec eux et tout. Il y a quelques photos sur Twitter qui sont ressorties comme quoi il avait tourné avec Ramzat Chimaev. Mais bon, voilà, après, ça veut pas dire grand-chose, hein. Demain, tu peux très bien te retrouver dans la même salle que John Jones, te retrouver à faire des foot avec lui sans pour autant être son sparring. Voilà, après, je critique pas son adversaire, hein. Je dis juste que les gens, en fait, se réfèrent par rapport à ça. Mais ça veut strictement rien dire Ouais. De d'être, la même manière que tu peux avoir n'importe qui dans ton coin le jour du combat, ouais, ça change pas la c'est performance ça. que tu feras toi. Hein. Non, ça c'est clair. Après, c'est quelqu'un qui a commencé le MMA en 2017 face à Alix Jean-Guillaume. Ouais. Il s'est imposé. Ensuite, il a combattu 2 ans. C'est dans les règles du Pancras, hein, le LFC de Jean Bagal. Et encore, Ensuite, il avait même un passif en amateur hein, depuis 2016. ouais, ouais. Ensuite, il a combattu en 2019 face à Hamdi Lazar, toujours pareil dans la même organisation. Hamdi Lazar, j'arrive même pas à trouver son profil sur Tapologie, donc je pense qu'il a qu'un combat. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas encore affronté des gars expérimentés, en tout cas dans le domaine du MMA. Et donc, en gros, franchement, j'attends de voir. Je connais pas le personnage. Je pense qu'on est encore dans la construction de carrière pour Cédric.
Voilà, bah, tout doucement, il va faire son nom. Après, je pense que ça, c'est l'organisation aussi, le MHGP, n'empêche, qui, en réalité, ça leur permet de grandir eux. Parce qu'à chaque fois, ils font leur événement sur des noms. Ouais. Ils l'ont fait 2 fois avec Jérôme Le Banner, une fois avec Cédric Doumbé. Là, ils le refont avec Cédric Doumbé. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu le modèle économique, c'est de trouver des gens qui sont hyper vendeurs et d'organiser autour d'eux, à voir jusqu'à quand ou comment. Parce que, en fait, dans les autres catégories, on se rend compte qu'il n'y a pas tant de choses que ça qui évoluent. C'est jamais, tu sais, tu n'arrives pas à retrouver un roadster, Ouais, y a pas, ouais. une récurrence dans les combattants dans l'undercard. Ils sont vraiment sur ils proposent une carte, mais il n'y a pas je dirais, il n'y a pas de championnat à l'intérieur de la carte. C'est difficile de savoir les rankings de chacun, par exemple. Ouais, ouais. Mais je Euh, crois que le seul champion de l'orga, je crois que c'était à Lyon, hein, jusqu'à présent. La seule à ceinture Lyon, qui avait été faite, je crois que c'était à Lyon. ok, je peux même pas te dire, mais moi, ce que je Ah, trouve je te le étonnant, par confirme, je te le exemple, confirme, ouais. c'est sur le MMA GP 8, là, enfin, sur le MMA GP pardon, c'est pas le 8, c'est d'ailleurs le 9, mais 7 de décembre, Bordeaux. le prochain, ouais. Ouais, on n'a pas de carte. C'est ça, moi, que je trouve dingue, c'est que on est à 3 semaines, 2 semaines et demie de l'événement. On n'a pas de carte. Quand je regarde les profils qui sont annoncés comme Shaban Shaibedra ou, euh, ou Jason Poney, bah, j'ai pas de carte. Il y a un Je sais pas. il y a un combat poids lourd qui. Bah, en fait, de base, je crois que le. Attends. Si je dis pas de conneries, je crois qu'il y a un combat poids lourd qui doit se faire. Moi, Anthony Serres franchement, contre Messi Katanga. Et normalement, c'est sur cette carte-là. Au ouais, prochain MMAGP. Parce que de base, en fait, l'événement, il a été reporté. ouais, il a été reporté, je te dis. T'avais même, mais le truc, c'est que j'ai aucune information sur la carte. Et quand je vais dans le profil des combattants, j'ai aucune information non plus. Et Ouais. ça, je trouve ça étonnant. J'arrive pas à. Moi, après, je pense que leur manière de communiquer, elle a toujours été comme ça, hein. En tout cas, Ouais, j'ai jamais vu de. Enfin, non, si, parfois, il y avait leur carte, la fête carte sur le Instagram. Mais ça se fait toujours, on va dire, un peu à la dernière minute, j'ai l'impression. ouais, parce que là, on est vraiment à un peu moins de 4 semaines du combat. Donc, il faut. Voilà, c'est une salle de 5000 personnes. Les gens, faut la remplir. Et oui, on a le main event. Oui, on sait qu'on a Cédric Doumbé face à Florent Burillon. Mais je pense qu'au-delà de ça, il faut quand même que tu saches derrière, il y a Bien quoi. sûr. Bien sûr. Et c'est toujours pareil. Je trouve que la communication laisse à désirer de manière générale sur le MAGP. Et c'est dommage parce que la qualité du show, elle est bien. Ouais. Quand tu vas sur le show, c'est bien organisé, les combats ils s'enchaînent bien, la cage est belle, le jeu de lumière est beau, la captation vidéo est pas mal. Donc je trouve que c'est dommage. Il y a vraiment un effort en amont à faire. Il y a un effort sur la communication de la carte et sur la vente des combats. Je pense qu'ils misent vraiment tout sur le fait qu'il y ait Cédric Doumbé sur cette carte et que le reste, en fait, passe à la Ouais. trappe. En tout Donc cas, c'est un peu dommage. c'est un pari risqué quand même pour Doumbé, hein, parce que voilà, son adversaire, c'est pas non plus un gros test, mais ça reste quand même un combat. Donc il y a toujours des risques, parce que voilà, la petite histoire, il avait signé à l'UFC, problème médical, donc l'UFC n'ont pas pu accepter son dossier. Donc je pense qu'il aurait pu patienter tranquillement, revalider son dossier médical pour y signer. Donc je trouve que c'est un pari risqué de revenir faire un combat au MMAGP, donc c'est tout à son honneur, bien sûr. Mais Ouais, voilà. risqué, forcément, de toute manière, risqué, oui et non. Dès que tu prends un combat, c'est risqué, même si tu prends un mec que tu dois gagner sur le papier. Après, une fois que tu es décidé à combattre à l'UFC, c'est que tu es décidé à prendre un mec qui a 2-0 quand même. Tu vois ce que je veux dire? On lui dit pas, tu prends un champion olympique de lutte qui a 1-0 en MMA. Là, effectivement, c'est risqué puisqu'on a une opposition de style très compliquée à gérer. Très, très compliqué à gérer. Là, on est quand même sur un profil que Cédric Doumbé doit gérer. C'est un gars qui vient du Sanda. Et si on prend les palmarès de chacun dans leur discipline de base, Cédric Doumbé est 1000 fois au-dessus. Sur le papier, encore une fois, effectivement, un combat est un combat. Tout est à prendre au sérieux et voilà. Ouais. Mais je pense que c'est plutôt un choix intelligent de carrière. Lui, ça lui permet de rester actif, de continuer à prendre de l'expérience. Avec cette fameuse règle de la Fédé, là, des 5 combats, ça va peut-être permettre aussi de faire évoluer les choses, etc. Donc, non, non, je pense que
c'est risqué, mais c'est un risque très, très, très calculé, très maîtrisé, franchement. C'est ça. On avait là, il y a à peine une heure, on sort tout juste du du retour de Morgan Charrière après plus d'un an d'absence, qui prenait Daniel Bazan 7-3 avant le combat. Donc maintenant 7-4, Morgan qui passe à 16 victoires pour 9 défaites en non-contest, qui s'impose par split decision. Un combat dans les premières secondes, ça m'avait l'air d'être un combat voilà, qui allait aller dans un seul sens. On a vu un Morgan qui rentrait assez agressif, qui cherchait des gros coups significatifs. Et il y a eu un travail de low kick dès les premières secondes qui m'avait l'air de payer en tout cas, parce que chaque low kick était bien balancé. Et après, voilà, je trouve que l'adversaire, en fait, enfin, j'ai l'impression, Morgan, il prend le premier round, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il se fait renverser à peu près peut-être à une minute de la fin. Donc, son adversaire a une position dominante et en fait, j'ai l'impression que ça lui a fait un regain de confiance dans le deuxième round parce que c'est là où ça a commencé à être un petit peu plus serré. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Mika? Bah moi, ce que j'ai vu du combat, c'est que sur les 3 rounds déjà, premier round, on a un Morgan qui roule littéralement sur son Ouais. adversaire. Je pense que Morgan a essayé de finaliser son combat au premier round et Ouais. en fait, on a vu tout de suite une grosse différence de puissance, de pression et de technique Ouais. entre les deux combattants. Morgan lui a roulé dessus méchamment pendant les 2 premières minutes avec des gros striking. Derrière, il est parti chercher la lutte et il lui a pris une position forte et a développé un ground and pound. Et c'est là que j'ai senti que Morgan a été peut-être pas intelligent, je dirais pas moins intelligent, mais n'a pas été intelligent ou n'a pas été tactique. Il a essayé de finaliser le combat, il n'a pas réussi. Il finit d'ailleurs le premier round en position sur le dos, je crois. Ouais, sur le dos, ouais. Et son adversaire frappe. Donc, c'est pas un adversaire qui est amoindri ou autre, il y a un adversaire qui a envie d'en découdre encore. Donc, ça, c'est une première erreur. Mais le premier round est largement pour Morgan. Sauf qu'on a un deuxième round plus compliqué pour Morgan parce que du coup, il arrive un peu fatigué. Je pense vraiment qu'il pensait finir le combat au premier round et le fait qu'il n'ait pas réussi, ça lui a mis un petit coup de batte au moral ou je sais pas, mauvaise gestion de cardio. Deuxième round plus compliqué pour Morgan. Vraiment difficile. Son adversaire met des coups. En plus, il met des frappes, mais il n'est pas structuré. Son adversaire, il a les mains très basses. Il met des hypercutes, des directs. Et il n'est jamais à l'initiative de la lutte, son adversaire. Jamais, jamais. Et il n'est pas mauvais au sol. Quand il arrive à retourner le combat au sol, Ouais. ça devient difficile pour Morgan de sortir des situations. Et son adversaire enclenche un grand and pound. Donc, deuxième round ultra serré. Troisième round, même configuration que le deuxième round. Morgan moins incisif sur le pied-point, une baisse de cardio, un adversaire qui prend jamais l'initiative du combat presque, mais en boxe qui touche avec des frappes À très mi-distance, brouillantes. ouais, il y a eu Ouais. un danger hein, à un moment donné sur Bah, quelques séquences de frappe. Ouais. au troisième round, il y a eu un crochet qui est passé. On était à 2 doigts du drame. Morgan, il regarde à droite et c'est son pied qui fait qu'il reprend conscience, on dirait. Et il a eu chaud sur cette frappe. Et après, je trouve que la victoire décision partagée, elle est quand même logique pour Morgan, même s'il a eu chaud. Franchement, il a eu chaud. Mais pour moi, elle est méritée dans le sens où c'est quand même lui qui fait le combat. C'est lui qui emmène le combat dans plusieurs disciplines. Il se contente pas d'amener, il essaye de frapper. Maintenant, il a toujours ce problème de maintien au sol. Et la grosse plus-value que je trouve par rapport à ses précédents combats, et notamment ça s'est vu sur le round 1, j'ai trouvé, c'est qu'il était beaucoup plus sur ses appuis, en mode kicker, et beaucoup moins à plat, à pied, à plat sur les pieds. Et ça a beaucoup perturbé son adversaire. Et je l'ai trouvé au premier round très très difficile à gérer. Et deuxième, troisième, peut-être dû au cardio, moins difficile. Mais j'ai trouvé qu'il a fait un très 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 beau premier round. Ouais, Mais il y en tout avait cas, légèrement du in and out, j'ai l'impression, un petit peu dans le premier round. ouais, il est revenu, je trouve, plus sur ses appuis, peut-être moins massif même que d'habitude. Exactement, ouais, c'est ce que j'ai Et, et, remarqué, ouais. et ça, je trouve que c'est une bonne chose pour la caté dans laquelle il est. Et voilà. Et après, je pense que en fait, il s'est rendu le combat difficile par une mauvaise gestion d'intensité. Ouais. C'est-à-dire qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'intensité dans le premier round, alors que le premier round, il le dominait largement. Il Ouais. aurait pu peut-être plus s'économiser, gagner son premier round tranquillement, et ensuite monter en pression tranquillement pour le second et le troisième round. Après, ça fait longtemps qu'il est en inactivité, il revient d'une blessure.
il a eu des conditions pas faciles parce qu'il a eu un combat annulé et Ouais. autres. Donc, il a fait Sachant qu'il a hyper fait de le cutting, poids. hein. Voilà, ça, c'est pas facile à faire, de cutting en peu de temps. Donc, il y a des circonstances qui peuvent expliquer que son cardio était peut-être pas au top de ce qu'il était il y a 3 semaines quand il devait Ouais, je suis initialement d'accord. combattre. Je suis d'accord, Mika. L'actualité, elle est très légère, hein. Hier, on devait avoir un choc des poids lourds, hein, pour un combat du classement entre Derek Lewis et Sergey Spivak. Finalement, ça s'est pas fait. À la dernière minute, il y a eu un problème médical de la part du côté de Derek Lewis. Du coup, le combat, il ne s'est pas fait. Prochainement, dans 3 semaines, il y a l'Ares 10, Michael en main event face à Karla Moussou. Mika a des choses à dire sur cet événement? Bon, non, franchement, je le regarde complètement de manière extérieure. Ouais. J'ai rien à dire du tout, gros. Sur l'événement de l'UFC, j'ai rien à dire. Et sur le RS, franchement, à part venir regarder, me supporter, j'ai rien à dire. Maintenant, je suis dans la dernière ligne droite. Je suis focus que sur moi, rien que sur moi. Et voilà, c'est tout, hein. Bah, il y a une petite question justement, Mika, qui te revient de la part de Joe Mamba 824. Est-ce que Mika a eu le seum quand Abdul était devenu le main event d'Aresis? Parce que c'est vrai qu'il y a eu une annonce comme quoi Abdul devait faire double champion, enfin tenter de faire double champion chez les middleweight. Il n'y a pas eu en tout cas de nouveauté de ce côté. Donc je pense que en tout cas ton main event est toujours maintenu, Mika. Donc voilà, cette personne en tout cas aimerait savoir ton avis là-dessus. Non, le seum, non. Pourquoi j'aurais pas le seum? Après, je préfère être main event. En toute honnêteté, Bien sûr. ça flatte mon ego combattant. Je pense avoir une carrière qui fait que je mérite ce main event. Maintenant, du point de vue sportif, c'était difficile de dire que Abdul ne méritait pas le main event, dans le sens où c'est le champion de la catégorie à 77. S'il combattait, c'était pour faire une double ceinture à 84. Ça veut dire que si Abdul était amené à combattre sur la carte, la logique sportive voulait que il soit main event. Ouais. Maintenant, la réalité est, est-ce que je préfère être main event ou passer comme main event? Je préfère 1000 fois être main event. Donc le seum, non, bon, je n'ai pas le seum, je me réjouis ni du malheur des uns ni du truc, mais moi je me réjouis de mon bonheur à moi et mon bonheur passe par le fait que je sois main event, donc je préfère être main event, je m'en cache pas, absolument Bien sûr. pas. Une question qui me concerne, la mine 90-44. Ma question te concerne, Boulox. Est-ce que tu comptes recombattre un jour? C'est vrai que ça fait presque un an maintenant depuis le RS2 que j'ai pas été actif. Et bien sûr, les contrats en tout cas sont signés. Donc le combat est confirmé pour le 20 janvier face à Medichir. Donc bien sûr que je compte recombattre, malgré qu'on me voit plus sur YouTube que dans la cage, mais bien sûr. Bien sûr, le 20 janvier sur le RS11. Une dernière question. Mika était à Reims et à Lille dans la même journée, semaine dernière. Comment c'était? C'est vrai qu'on Là, t'a vu c'était bien. on t'a vu Ouais, avec bah après, Alexis et le club AFC ou Central Mustafa Aida et les gars du Nord. ouais, c'est ça. Bah écoute, moi, c'est la deuxième fois là, je vais là-bas pour faire un peu des sparring, pour changer. Après, il y a Petit Mousse qui combat aussi sur le RS10, d'ailleurs, qui combat Demarté Peña en Ouais. common event. Il y a Soufiane Medina qui va combattre une semaine après moi, 3 jours après moi, à l'European Beatdown, je sais plus, Atomic, je sais plus comment ils ont appelé ça. Enfin, c'est un European Beatdown, mais version un peu plus basse au niveau de la logistique. C'est comme un Fight Night, entre guillemets. Donc, il y a aussi, j'ai oublié son nom, un gars qui va combattre de là-bas, qui va combattre Draman à l'Octogone, début Abdelrahman, décembre. Abdelrahman, ouais, qui va combattre à à l'Octagone, ouais. l'Octogone, L'Octagone, début de l'Octagone, voilà, ouais, début en Belgique, décembre. quoi. Donc là-bas, il y a du sparring, c'est cool. À chaque fois que je vais, ça fait du bien. C'est une bonne. En plus, c'est bienveillant, tu vois. Il n'y a pas d'animosité ni rien. Et je suis allé chercher un peu de lutte aussi avec Anthony Dizzy et Alexis Fontes. Une lutte chez Dizzy, le côté un peu plus judoka d'Alexis Fontes pour travailler tout ça. Donc, franchement, pour l'instant, tout roule comme sur du roulette. Je dirais donc, l'entraînement se passe bien et voilà, on fait tout ce qu'il faut faire pour être performant le jour J. On se retrouve en tout cas dans quelques semaines pour la RS10.
On arrive en fin d'émission, assez courte. Effectivement, il n'y a pas grand-chose sur l'actualité ces derniers temps. On vous fera gagner quelques places pour la Res 10 pour participer à cet événement. Et Mika, je te laisse le mot de la fin. Après, on conclut cet épisode. Bah, écoutez, non, cliquez, abonnez-vous, dites j'aime. Après, qu'est-ce que j'allais dire? Non, il n'y a rien à dire. L'actualité, elle est faible. C'est vrai que je vous invite à poser beaucoup de questions à AB, enfin, quand il vous propose de poser des questions, parce que là, on a le temps d'y répondre quand les comment dirais-je, les actualités sont faibles comme ça. On a beaucoup de temps à consacrer à ça. N'hésitez pas à poser des questions, même si pour vous, c'est pas lié à l'actualité, c'est lié à la carrière du MMA, à la manière dont on voit les choses, etc., etc. Posez les questions, on essaiera de répondre de manière la plus franche possible, Sans langue de bois. En tout cas, ouais, sans n'hésitez langue de pas à bois. poser des questions dans les commentaires ou dans la petite boîte à questions là, sur Instagram. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. On essaiera quand même d'avoir Morgan et d'avoir des invités sur les prochains épisodes. Sur ce, bonne soirée à vous.